Très tôt, j'ai aimé l'alcool, en partie pour le goût, mais surtout pour l'effet. C'est ce que Gilles va nous dire dans son témoignage, parce que c'est lui qui a bien voulu m'envoyer un email. D'ailleurs, vous pouvez le faire aussi, hein, bien sûr, si vous avez envie de partager quelque chose avec l'ensemble de ceux qui regardent ces vidéos. On n'est pas loin de 100 000 tous les mois à se croiser grâce à ces vidéos, donc n'hésitez pas, il ne faut pas un talent d'écrivain, il faut juste avoir envie de le partager avec la communauté qui regarde ces vidéos. Donc vous envoyez vos emails à bonjour@stéphaneshow.com, Stéphane Show tout attaché. Écoutez, on va attaquer l'email et le témoignage et le partage de Gilles, hein, ça me semble ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Un état de conscience modifié que je recherchais à prolonger ou à reproduire fréquemment. C'est déjà ce qui pourrait me distinguer des buveurs dits normaux, dit Gilles, capables eux d'apprécier leur boisson et pouvant s'arrêter à tout moment. Moi pas, dit Gilles, mais moi aussi je vous dis, les yeux dans les yeux, moi non plus je ne pouvais pas arrêter. Quoi qu'il arrive. Au fil du temps, continue Gilles, cette envie, ce besoin d'alcool devenait de plus en plus pressant. Toutes les occasions, toutes les excuses étaient bonnes pour boire. Un alcool qui petit à petit prenait beaucoup de place, prenait le contrôle, tissant sa toile pour me piéger, m'emprisonner et faire de moi son esclave, car c'est vraiment d'esclavage qu'il s'agit évidemment hein, quand on parle d'alcool. Enfant, j'étais plutôt sportif et bon élève, continue-t-il. Par contre, j'étais assez réservé, timide, ne me sentant jamais très à l'aise dans les rapports humains, en dehors des rencontres sportives. Rougissant pour un oui ou pour un non, je ressentais un mal-être, une gêne, une différence qui me dérangeait, un manque de confiance, une peur de ne jamais me sentir à la hauteur, une mésestime, une frustration de ne pas être extraverti, etc., etc. C'est terrible, hein, ce sentiment de ne pas se sentir ou d'avoir peur de ne pas être à la hauteur. Je cherchais alors à dissimuler cela, coûte que coûte, en tâchant de me valoriser au travers de mes aptitudes sportives et scolaires. Je voulais être apprécié, être aimé, peut-être aussi admiré, afin de compenser ce que je ressentais déjà comme le début d'une souffrance intérieure. Mais ça, on le sait plus tard, en tous les cas, je parle pour moi, évidemment, c'est qu'on finit très tard, moi, dans mon cas, je me suis rendu compte que j'avais une souffrance intérieure. Alors, au début, je trouvais que tout allait bien, puisque je picolais et que ça masquait tout. Mais un gros échec scolaire inattendu, lié à une rupture sentimentale et un divorce parental, est venu m'enlever toute fierté, me plongeant davantage encore dans l'abîme, au point de vouloir cette fois en finir avec la vie. Gilles dit ça quand il avait 18 ans. Donc finir avec la vie à 18 ans, c'est terrible évidemment. C'est un miracle si je suis en vie, même si un coma m'a laissé quelques traces, s'ajoutant déjà à celle de l'alcool. Je souris parce que bon, je sais de quoi tu parles, hein, Gilles, parce que moi aussi j'ai des traces qui, on le sait, l'alcool a le pouvoir de détruire des neurones, créer des troubles de l'attention, de la mémoire aussi, bien sûr. Toute tentative de poursuite de mes études était désormais vouée à l'échec. C'est alors que l'alcool s'est emparé de moi définitivement, sans plus me laisser de répit, me donnant encore l'illusion que tout s'arrangeait. Ma consommation ne cessa de croître, m'entraînant dans une vie nocturne de plus en plus délirante. Alors la vie nocturne est souvent très délirante, hein. Dès qu'on franchit, mon père disait, après minuit il ne se passe plus rien de bon. Il n'avait pas tout à fait tort, hein. Donc une vie nocturne de plus en plus délirante, tout en maintenant une vie professionnelle décousue et incertaine. Recherche d'émotions fortes, virée jusqu'au petit matin, dépenses inconsidérées, prise de risques multiples, accidents, coma éthylique, cellules de dégrisement avec fuite en tenue hospitalière pour aboutir toujours par miracle dans mon lit, des jours durant, dans des états indescriptibles de honte, de culpabilité, de remords associés à des angoisses insoutenables que seul l'alcool avait à nouveau ou de nouveau la capacité d'apaiser. C'est alors qu'une lueur d'espoir surgit. Une rencontre inattendue d'un psychologue qui eut la compétence et la sagesse
d'attirer mon attention sur la problématique alcool, me prouvant que ce n'était pas la résolution de mes problèmes qui me permettait de boire normalement, bien au contraire, que c'était l'arrêt de l'alcool qui me permettrait de régler mes problèmes et de trouver un mieux-être, une paix intérieure et une sérénité. J'avais 32 ans. C'est alors que j'ai accepté l'idée de me faire aider et que j'ai découvert des groupes de parole et un thérapeute qui m'ont ouvert les yeux sur ce qui était vraiment l'alcoolisme. C'est comme ça qu'on y arrive, hein. Je le répète à chaque fois, il faut de l'aide. Une maladie reconnue par l'OMS, une maladie des émotions, de la communication, une maladie progressive, incurable, mortelle, et qui ne peut être stabilisée que par une abstinence totale, car toute reprise de l'alcool entraîne immédiatement une impossibilité de contrôle. J'ai appris que je ne devais pas me sentir coupable ou responsable, mais que ma responsabilité était bien celle de me soigner. Donc on le dit bien là, la responsabilité c'est la mienne. Je dois m'occuper de moi et me soigner, comme pour toute maladie si j'aspire à une meilleure santé. J'ai appris une chose très simple, ne pas boire le premier verre, car c'est lui qui entraîne tous les autres. Ce n'est pas donc chercher à ne pas boire le 10e, le 15e ou le 20e qu'il faut viser, mais bien ne pas prendre le premier, et ce, 24 heures à la fois. Ça sonne slogan, mais c'est la réalité. Tout un programme existe pour s'en sortir, tout un climat d'entraide et de solidarité. Chaque parcours est différent, certains comprennent tout de suite et voient des résultats rapides, d'autres mettent plus de temps, mais gardent espoir et finissent par trouver la bonne voie, eux aussi. Ce fut mon cas, car j'ai dû attendre mes 49 ans pour capituler enfin totalement et me libérer de toute emprise. Aujourd'hui, je vais mieux, mais je reste très vigilant. Je ne crie jamais victoire, je tâche de rester humble, car je me sais fragile. Je continue de me faire aider et tâche d'en aider d'autres à s'en libérer. C'est tout le bien que je vous souhaite pour celles et ceux qui souffrent encore, comme pour tous les autres. Je ne peux vous quitter sans vous remercier pour votre écoute et sans dire encore un grand merci. Merci aux groupes de parole, merci aux psychologues, aux alcoologues, aux thérapeutes divers et un grand merci à Stéphane pour ses partages, pour son initiative de créer un pont virtuel entre nous tous, un lien qui nous permet de nous sentir plus forts et unis dans ce même combat. Un combat en forme de lâcher prise, car nous savons, l'alcool plus fort que nous. J'adore ce que vous allez dire, Gilles, ou ce que tu vas dire puisqu'on se tutoie. Monter sur le ring pour le combattre est peine perdue. On sera très vite KO. Le mieux est encore de ne pas monter sur le ring. On ne monte pas sur le ring avec l'alcool, c'est peine perdue. Le combat est perdu d'avance. Bonne chance à tous, c'est Gilles qui finit. Je m'appelle Gilles, j'ai 63 ans aujourd'hui. Je suis abstinent et je ferai de mon mieux pour le rester. Ensemble, on est plus fort. Gilles, merci 1000 fois pour ce merveilleux témoignage et c'est plein d'espoir, bien sûr. Bien sûr, on doit rester vigilant, mais c'est tout à fait possible. Beaucoup s'en sortent et il n'y a pas de raison que tout le monde ne s'en sorte pas un jour ou l'autre. Voilà. Merci 1000 fois. N'oubliez pas, j'attends vos témoignages. Bonjour @stéphaneshow.com. Bonne semaine, à dimanche prochain.